Il y a des secrets qui se cachent derrière les sourires les plus chaleureux, et parfois, la vérité frappe comme une lame dans l'obscurité. Imaginez un instant, vous payez un simple gâteau à l'épicerie quand soudain, un inconnu saisit votre bras. Ses yeux portaient le poids d'un secret terrible. Le caissier, un homme dans la soixantaine au regard d'acier, s'est penché vers moi comme un corbeau murmurant une prophétie maudite. Ces paroles ont traversé mon âme comme des éclats de glace, quelque chose à propos de mon fils et de sa famille qui m'a pétrifié sur place. Avez-vous déjà senti votre monde s'effondrer en quelques secondes? L'homme a lâché mon bras et a continué à scanner les courses comme si rien ne s'était passé. Comme si ces mots empoisonnés n'avaient jamais franchi ses lèvres. Moi, je restais là, paralysé, le ticket tremblant dans ma main comme une feuille morte, tandis que ces paroles maudites tourbillonnaient dans ma tête tel un ouragan de doute. La fuite vers la vérité commence toujours dans l'ombre. Je suis sorti par l'arrière du magasin, fuyant cette révélation comme on fuit un incendie. L'air frais n'apaisait pas le brasier qui consumait ma poitrine. Mon cœur battait si violemment qu'il résonnait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. Était-il possible que ce stranger détienne la clé d'un mensonge qui rongeait ma famille depuis des mois? Je me suis caché derrière les conteneurs à ordures, transformé en espionne de ma propre existence. De là, telle une sentinelle dans l'obscurité, je pouvais observer sans être vu. Si ce que j'avais entendu était vrai, si cette vérité abjecte était réelle, je le découvrirais bientôt de mes propres yeux. Permettez-moi de me présenter avant que l'enfer se déchaîne. Je suis Adeline Thorne. 67 années d'une existence forgée dans le sacrifice et la solitude. Toute ma vie, j'ai été l'architecte invisible qui maintenait ma famille debout, même quand mes propres fondations s'effritaient. Seul dans mon petit appartement du centre-ville, je vis avec une retraite qui couvre à peine mes besoins vitaux. Chaque mois, je recompte mes euros comme un avare compte ses derniers trésors, sacrifiant toujours mes désirs pour combler les besoins des autres. Mon fils unique, Owen, mon précieux Owen a épousé Sienna il y a 3 ans. Dès le premier regard, quelque chose en elle m'a glacé le sang. Cette distance, cette froideur calculée qu'elle cachait derrière de faux sourires. Mais l'amour d'une mère pardonne tout, n'est-ce pas? J'ai voulu croire qu'elle était simplement timide, que le temps apprivoiserait cette étrangère qui avait volé le cœur de mon fils. Comme nous sommes aveugles quand nous refusons de voir, la famille de Sienna semblait si cordiale, si chaleureuse. Surtout Léonard, son père, avec ses manières affables et ses récits émouvants. Pourtant, dans le fond de leurs yeux, je percevais quelque chose, une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ils nous parlaient constamment de leurs difficultés financières, de leur lutte désespérée pour survivre. Et moi, pauvre idiote, je vidais mes maigres économies pour les aider, croyant naïvement sauver une famille en détresse. Puis l'illusion s'est brisée comme un miroir maudit. Depuis ma cachette, j'avais une vue parfaite sur l'entrée de l'épicerie. Owen m'attendait dans la voiture, ignorant que sa mère était sur le point de découvrir l'impensable. Les mots venimeux du caissier résonnaient dans ma tête comme une litanie diabolique. 2 minutes, il n'a fallu que 2 minutes pour que mon univers bascule dans l'abîme. Léonard est sorti de l'épicerie, portant des sacs qui brillaient comme des joyaux dans la lumière. Mais ce n'était pas n'importe quel sac. Il venait d'une boutique de luxe que je ne connaissais que de réputation, un temple de la richesse où je n'avais jamais eu les moyens de pénétrer. Le nom du magasin scintillait en lettres dorées sur les sacs noirs, comme une signature de l'opulence. Comment les masques les plus parfaits finissent-ils toujours par tomber? Mon sang s'est glacé quand Léonard s'est dirigé vers sa voiture. Pas la vieille épave rouillée dont il se plaignait sans cesse. Non, un véhicule flambant neuf qui brillait sous le soleil comme un diamant noir. Chaque détail criait le luxe, les pneus neufs, la peinture immaculée, l'élégance silencieuse du métal. Je l'ai regardé déposer ses achats précieux dans le coffre avec la délicatesse de quelqu'un qui protège un trésor. Puis son téléphone a sonné et son attitude désinvolte, détendue, a révélé ce qu'aucune parole n'aurait pu avouer. Cet homme n'avait aucun souci financier. Les souvenirs sont parfois les pires bourreaux. Soudain, toutes leurs demandes d'aide me sont revenues comme des gifles successives. Les appels désespérés de Sienna. Nous ne pouvons pas payer le loyer. Léonard a besoin de soins médicaux. Nous n'avons rien à manger cette semaine. Et Owen, mon fils au cœur trop généreux, qui trouvait toujours un moyen de leur envoyer nos derniers euros. Mais ce spectacle, cette vérité cruelle qui se déroulait sous mes yeux détruisait chaque mensonge qu'ils avaient tissé. Les sacs coûteux, la voiture de luxe, l'arrogance décontractée de Léonard, tout contredisait leurs histoires pathétiques. Une sensation glaciale s'est répandue dans mes veines comme du poison.
Cette sensation terrifiante qu'on éprouve quand on réalise qu'on a été la proie parfaite dans un jeu cruel. Les paroles du caissier prenaient enfin tout leur sens, même si mon cœur refusait encore d'accepter l'horrible vérité. Était-il possible que nous ayons été les pantins d'une famille de manipulateurs? Léonard a terminé son appel et s'est dirigé vers l'entrée du magasin, mais quelque chose dans son comportement a éveillé mes instincts. Il scrutait le parking avec la prudence d'un criminel, s'assurant que personne ne l'avait observé. Cette attitude furtive était le dernier clou dans le cercueil de mes illusions. Je suis resté tapi dans l'ombre, sachant qu'il y avait encore des vérités à déterrer. Après ce que je venais de voir, impossible d'ignorer cette révélation. Je devais être absolument certaine avant de briser le cœur de mon fils avec cette découverte toxique. Permettez-moi de vous révéler comment tout a commencé ce matin maudit. Je m'étais réveillée avec ce mélange d'excitation et d'angoisse qu'on ressent avant une visite importante. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu la famille de Sienna, et je voulais leur apporter quelque chose de spécial, un geste d'amour qui réchaufferait leur cœur. Dans ma petite cuisine sombre, j'ai ouvert le bocal de mes économies. Compter ces pièces était devenu un rituel douloureux, un rappel constant de ma pauvreté. J'ai séparé les billets froissés et les pièces ternies que j'avais économisées en me privant de petits bonheurs. Un café à la boulangerie, un magazine, un moment de plaisir simple. 43 €. C'était tout ce que je possédais, mais j'ai décidé d'en sacrifier 20 pour acheter un gâteau digne de cette occasion. Je me suis préparée comme pour un rendez-vous important. Ma plus belle robe, celle réservée aux grandes occasions. Simple mais propre, elle me donnait une dignité que ma situation ne reflétait pas. J'ai coiffé mes cheveux grisonnants, essayant de masquer les stigmates du temps, et porté les boucles d'oreilles en perles fausses, héritage dérisoire de ma défunte mère. Devant le miroir de ma salle de bain, j'ai contemplé le reflet d'une femme de 67 ans. Une femme qui avait tout donné, qui avait élevé son fils seul après le décès de son mari et qui luttait maintenant pour maintenir unie une famille qui, apparemment, valorisait l'argent plus que l'amour. Owen est arrivé à l'heure précise, fidèle à sa ponctualité légendaire. Mais quand je suis montée dans sa voiture, j'ai remarqué cette tension dans son regard, cette nervosité qui présageait que cette journée ne se déroulerait pas comme prévu. Et maintenant, caché derrière ces conteneurs, je réalise que cette tension n'était peut-être pas de la nervosité, mais de la culpabilité. Pendant le trajet, nous parlions de choses sans importance. Il me racontait son travail de bureau, quelques problèmes mineurs avec son patron, mais il évitait soigneusement de parler de Sienna ou de sa famille. Cela me semblait étrange, car habituellement, il me tenait informé de tout ce qui se passait dans son mariage. Quand nous sommes arrivés dans le quartier où habite la famille de Sienna, je lui ai demandé de s'arrêter à l'épicerie. Je voulais acheter un gâteau frais pour accompagner le déjeuner. Owen a proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit que je préférais y aller seule, que je ne me sentirais pas à ma place. La boulangerie de l'épicerie proposait plusieurs gâteaux. J'ai choisi un simple gâteau à la vanille, rien d'extravagant, mais présentable. Il coûtait exactement 18 €, 2 de moins que ce que j'avais prévu, ce qui m'a réjoui car cela me permettait d'acheter une petite carte de vœux. C'est aussi à la caisse que tout est arrivé. Le caissier, un homme qui semblait de mon âge, me servait normalement jusqu'à ce qu'il voie le nom sur la carte de crédit que j'ai essayé d'utiliser en premier. La carte a été refusée, comme je m'y attendais, car je savais que je n'avais pas assez de fonds. Alors j'ai sorti l'argent liquide. C'est à ce moment-là que l'homme m'a regardé de plus près, a murmuré mon nom, Adeline Thorne, et m'a demandé si j'étais la mère d'Owen. Quand j'ai confirmé, son expression a complètement changé. Il avait l'air inquiet, presque effrayé. Ce qu'il m'a dit après avoir saisi mon bras, je ne pourrai jamais l'oublier. Ses paroles étaient directes et douloureuses. Il m'a expliqué que la famille de ma belle-fille venait régulièrement dans cette épicerie, dépensant des centaines d'euros en produits importés et viande de qualité supérieure, alors même qu'il demandait constamment de l'argent à mon fils. Il m'a dit qu'il savait cela parce que Léonard avait mentionné plusieurs fois, avec une certaine fierté, combien mon fils les aidait financièrement chaque mois. Le caissier a ajouté qu'il avait vu Léonard acheter des bouteilles de vin coûtant plus que ce que je dépensais pour toute ma nourriture d'une semaine. Il a aussi précisé que Sienna achetait fréquemment des produits de beauté et des vêtements de marque, toujours en espèces. Il trouvait injuste qu'une famille s'offrant de tels luxes profite de la générosité d'un fils travailleur et de sa mère âgée. Il m'a expliqué qu'il avait décidé de me parler parce qu'il m'avait vu compter mes pièces avec soin pour payer un simple gâteau, alors que dépenser sans aucune retenue pour des articles de luxe. Il m'a raconté que sa propre mère avait traversé une situation similaire et qu'il regrettait de ne pas avoir agi à temps.
Après avoir entendu cela, je suis sortie de l'épicerie complètement confuse. Mon esprit refusait de tout assimiler. Pendant des années, j'avais fait confiance à Sienna et à sa famille. J'avais vu mon fils s'inquiéter pour eux, travailler plus pour leur envoyer de l'argent, et moi-même, j'avais contribué avec le peu que j'avais à plusieurs reprises. Mais les paroles du caissier avaient semé une graine de doute qui grandissait rapidement dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de me cacher et d'observer. Je devais voir de mes propres yeux si ce que l'on m'avait dit était vrai, car les conséquences de ces informations étaient trop importantes pour agir sur des rumeurs seules. Depuis ma cachette derrière les conteneurs, je voyais parfaitement tout ce qui se passait sur le parking. L'odeur des poubelles n'était pas agréable, mais c'était un petit prix à payer pour découvrir la vérité sur les personnes en qui j'avais tant fait confiance. Quand j'ai vu Léonard sortir de l'épicerie avec ses sacs coûteux, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Les sacs venaient d'une boutique que je connaissais seulement pour ses prix élevés. Un seul achat là-bas pouvait me coûter tout mon budget alimentaire mensuel. Léonard marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'a aucun souci financier. Ses vêtements étaient neufs, ses chaussures brillantes, et sa montre semblait chère, même de loin. Rien dans son apparence ne suggérait la pauvreté désespérée dont il parlait toujours. La voiture où il a mis les courses était définitivement neuve. La peinture brillait sous le soleil et les pneus semblaient fraîchement achetés. J'ai calculé mentalement qu'un véhicule comme celui-là pouvait coûter plus que tout l'argent que j'avais jamais vu rassembler de ma vie. Comment quelqu'un possédant une voiture comme celle-là aurait-il besoin d'aide financière constante? Pendant que je l'observais parler au téléphone, j'ai remarqué que sa conversation était détendue, presque joyeuse. Ce n'était pas l'appel de quelqu'un préoccupé par des problèmes financiers. Son langage corporel montrait une personne satisfaite, à l'aise avec sa situation. À ce moment-là, toutes les petites incohérences que j'avais remarquées ces derniers mois ont commencé à faire sens. Les fois où Sienna mentionnait, de façon anodine, des restaurants chers où elle avait mangé, prétendant que c'était des invitations d'amis. Les commentaires sur de nouveaux vêtements qu'elle aurait soi-disant achetés lors de soldes incroyables. Les photos sur les réseaux sociaux montrant un style de vie qui ne correspondait pas à leur demande constante d'aide. Léonard a terminé son appel et a commencé à revenir vers l'entrée du magasin. Ses mouvements étaient confiants, calmes, comme quelqu'un qui a tout le temps du monde. Cela m'a permis d'observer son apparence et son comportement plus attentivement depuis ma cachette. Non seulement ses vêtements étaient neufs, mais ils étaient de bonne qualité. Sa chemise avait cette coupe parfaite que l'on ne trouve que dans les boutiques spécialisées, et son pantalon était impeccablement repassé. Même ses chaussures, que je voyais mieux à mesure qu'il se rapprochait, semblaient être en cuir véritable et cher. Pendant que j'attendais de voir ce qui allait se passer, j'ai entendu des voix à ma droite. Deux femmes âgées parlaient en poussant leur caddie vers leur voiture. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais lorsqu'elles ont mentionné le nom de Sienna, mes oreilles se sont aussitôt dressées. « Avez-vous vu la nouvelle robe que Sienna portait au centre commercial hier ?» Une des femmes, aux cheveux gris et de mon âge, dit « Cela devait coûter au moins 200 €. J'en ai vu une identique dans cette boutique chère au 2e étage. » L'autre femme, plus mince et portant des lunettes, répondit d'un ton entendu. « Et ce n'est pas tout, Hermione. Je l'ai aussi vu acheter des produits de beauté dans ce magasin français. Ma petite fille y travaille et m'a dit que Sienna est une cliente régulière. Elle dépense comme si l'argent tombait du ciel. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ces femmes parlaient de la même Sienna qui disait constamment à mon fils qu'il n'avait pas d'argent pour les besoins de base, la même qui avait appelé la semaine dernière pour demander de l'aide afin d'acheter des médicaments pour son père. Hermione continua. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle achète toujours de nouvelles choses, mais ensuite, elle va dans le quartier en disant qu'il traverse de grandes difficultés financières. Mon ami Léonard travaille à la banque et m'a dit que les dépôts qu'ils reçoivent ne correspondent pas du tout à l'histoire de pauvreté qu'il raconte. « Oh, Hermione, mais ce n'est que des ragots, » répondit l'autre femme, bien que sur un ton laissant transparaître ses propres doutes. Pourtant, je devais admettre que cela me semblait étrange qu'ils puissent payer le loyer de cette grande maison s'ils étaient vraiment aussi en difficulté financière qu'ils le prétendaient. Ma fille vit dans le même quartier et me raconte que presque chaque semaine, des camions livraison de l'épicerie la plus chère de la ville arrivent. Des achats que n'importe lequel d'entre nous mettrait des mois à pouvoir se permettre. Les deux femmes continuaient à s'éloigner en parlant, mais j'entendais encore quelques fragments de leur conversation. Elles mentionnaient des fêtes récentes organisées par la famille de Sienna. Des fêtes avec nourriture abondante et de qualité, vins importés et décorations coûteuses. Chaque mot que j'entendais me frappait comme un coup de poignard au cœur.
Pendant des mois, j'avais compati pour cette famille, m'inquiétant de leur bien-être, demandant à mon fils de les aider quand il le pouvait, et j'avais même contribué de mes petites économies à plusieurs reprises. Je me suis rappelé la fois où Sienna m'avait appelé en pleurant au téléphone, me disant qu'ils avaient besoin d'une aide urgente pour payer le médecin de Léonard. Elle m'avait dit qu'il devait choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture et qu'il ne savait pas quoi faire. Cette nuit-là, je n'avais pas pu dormir, préoccupée par leur souffrance. Le lendemain, j'étais allée à la banque et avais retiré 150 € de mon épargne d'urgence, de l'argent que j'avais mis de côté pour une éventuelle urgence médicale personnelle, mais que j'avais décidé de donner à Sienna parce que je ne pouvais supporter de les voir souffrir alors que je pouvais aider. Et maintenant, en écoutant ces femmes parler du style de vie luxueux de cette même famille, je me sentais la femme la plus naïve du monde. Comment avais-je pu être si crédule? Comment n'avais-je pas vu les signes qui semblaient pourtant évidents pour tout le quartier? Léonard est ressorti de l'épicerie, cette fois avec un sac plus petit. Il se dirigeait vers sa voiture, mais cette fois, il s'est arrêté pour parler à un homme qui avait sa voiture à côté. Je n'ai pas pu entendre leur conversation, mais ils semblaient détendus et amicaux. L'homme avec qui Léonard parlait portait des vêtements de travail, mais on voyait qu'il respectait Léonard. Son langage corporel suggérait que Léonard était quelqu'un d'important dans le quartier, quelqu'un qui commandait le respect, probablement à cause de sa situation financière. Après quelques minutes, j'ai vu Léonard lui donner quelque chose. De là où j'étais, cela ressemblait à de l'argent. Plusieurs billets qu'il donnait sans effort apparent. S'ils étaient vraiment en difficulté financière, comme il le prétendait, comment pouvait-il donner de l'argent à des inconnus aussi facilement? À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Owen, me demandant ce qui se passait, pourquoi je mettais autant de temps à l'épicerie. Je l'avais complètement oublié, toujours dans sa voiture, probablement inquiété par mon retard. J'ai rapidement répondu que je sortais, que la file d'attente avait été très longue. Un mensonge. Mentir à mon propre fils me faisait mal, mais j'avais besoin de plus de temps pour traiter tout ce que j'avais vu et entendu. Je ne pouvais pas retourner dans sa voiture et lui parler de mes soupçons immédiatement sans preuve supplémentaire. Alors que j'écrivais mon message, Léonard a dit au revoir à l'homme et est monté dans sa voiture. Le moteur a démarré avec un son puissant et fluide, confirmant qu'il s'agissait bien d'un véhicule de qualité et probablement récent. Je l'ai regardé quitter le parking avec une tranquillité qui contrastait totalement avec l'image de détresse financière que sa famille avait projetée. J'ai décidé de sortir de ma cachette et de marcher vers Owen. Il fallait que j'agisse normalement, du moins pour l'instant. Mais mon esprit travaillait déjà, essayant de se rappeler tous les détails étranges que j'avais ignorés ces derniers mois. Tous ces petits signes qui prenaient maintenant un sens complètement différent. Quand je suis arrivé à la voiture, Owen m'a regardé avec inquiétude. « Maman, ça va? Tu as l'air pâle, » a-t-il ajouté tandis que je m'installais sur le siège passager. « Vous avez mis longtemps à payer? »« Juste la file, mon fils, » ai-je répondu, essayant de garder la voix stable. « Tu sais comment c'est, les magasins le week-end. » Mais à l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Owen a démarré la voiture et nous avons commencé à nous diriger vers la maison de la famille de Sienna. Pendant le trajet, j'ai essayé de tenir une conversation normale, mais mon esprit traitait encore tout ce que j'avais vu et entendu à l'épicerie. Chaque feu rouge, chaque virage nous rapprochait d'une rencontre que je voyais désormais sous un jour complètement différent. Le travail de Léonard, comment ça se passe dernièrement? Ai-je demandé, essayant de paraître détendu. La dernière fois que j'ai parlé à Sienna, elle disait que c'était très difficile pour lui. Owen soupira en conduisant. « Oui, maman. » Sienna m'a dit que son père avait dû réduire ses heures de travail parce que l'entreprise où il travaille avait des problèmes. C'est pour ça qu'on les a un peu plus aidés ces derniers mois. Cette information ne correspondait pas du tout à l'attitude détendue et prospère que j'avais observée chez Léonard quelques minutes plus tôt. Un homme vraiment inquiet de la réduction de ses heures ne dépenserait pas de l'argent dans des magasins chers ni ne remettrait des billets à des inconnus sur un parking. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Mon fils? Ai-je demandé, observant son expression dans le rétroviseur. Je sais que tu as travaillé beaucoup d'heures supplémentaires dernièrement. Eh bien, maman, c'est ma famille maintenant, répondit Owen d'un ton mêlant fatigue et résignation. Sienna est ma femme, et quand on se marie, on épouse aussi la famille. S'ils ont besoin d'aide, c'est mon devoir, en tant que gendre, de les aider. Ces mots m'ont brisé le cœur. Mon fils, l'homme gentil et travailleur que j'avais élevé,
sacrifier son propre bien-être pour des personnes qui, d'après ce que j'avais découvert, profitaient de sa générosité. Combien de temps cette situation pourrait-elle encore durer sans nuire sérieusement à sa stabilité financière? Nous sommes arrivés dans le quartier où vivait la famille de Sienna. C'était une belle zone résidentielle avec des maisons bien entretenues et des pelouses impeccables. Ce n'était pas le quartier le plus luxueux de la ville, mais ce n'était certainement pas un endroit où vivrait une famille en difficultés financières extrêmes. Pendant qu'Owen cherchait une place pour se garer, j'ai pu mieux observer la maison de la famille de Sienna. C'était une maison à 2 étages avec un jardin bien décoré et une façade récemment repeinte. Les fenêtres avaient de nouveaux rideaux et la porte d'entrée semblait rénovée depuis peu. La maison est très bien entretenue, ai-je commenté, essayant d'obtenir plus d'informations. Ne m'avais-tu pas dit qu'ils avaient du mal à payer certaines réparations? Ah oui, répondit Owen en se garant. Léonard a réussi à avoir quelques heures supplémentaires le week-end pour effectuer les réparations les plus urgentes. Il travaille beaucoup pour garder la maison en bon état. Encore une histoire qui ne collait pas. Si Léonard travaillait vraiment des heures supplémentaires pour survivre, comment pouvait-il aller faire ses courses dans un magasin cher pendant ses heures de travail? Et surtout, comment pouvait-il se permettre des produits de luxe si tout ce qu'il gagnait était censé aller aux réparations de la maison? Nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers la porte d'entrée. Owen portait quelques affaires tandis que moi, je tenais mon gâteau et un mélange de nervosité et de curiosité grandissant à chaque pas. Avant que nous ne puissions sonner, la porte s'est ouverte et Sienna est apparue avec un sourire radieux. Ma première impression fut un choc total. Son apparence avait complètement changé depuis la dernière fois que je l'avais vue, il y a à peine un mois. Elle portait une robe clairement pas bon marché. Le tissu semblait de grande qualité, la coupe parfaite, et les couleurs vibrantes lui donnaient un look élégant et sophistiqué. Ses chaussures étaient neuves, brillantes comme seules les chaussures fraîchement achetées le sont, et son sac à main s'accordait parfaitement à la tenue. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce fut sa coiffure et son maquillage. Une coupe professionnelle que l'on ne trouve que dans des salons chers, avec des mèches qui scintillaient au soleil. Son maquillage était impeccable, du type qui nécessite des produits de haute qualité et beaucoup de temps pour être appliqué correctement. « Adeline, quel plaisir de te voir !» s'exclama Sienna en venant pour me faire un câlin. En me serrant, je sentis son parfum, un parfum coûteux que je reconnaissais, car j'avais déjà vu son prix en magasin, l'équivalent de mon budget alimentaire pour 2 semaines. « Bonjour, Sienna », ai-je réussi à dire, essayant de cacher ma surprise. « Tu es superbe. Cette robe est magnifique. » Cette vieille robe, répondit-elle en riant, un rire légèrement forcé. Je l'ai achetée lors d'une vente il y a quelques mois. Tu sais comment c'est. Quand on trouve de bonnes affaires, il faut en profiter. Cette explication ressemblait exactement à celle que la femme de l'épicerie avait donnée. Il y avait toujours une justification pour chaque article coûteux. Offres incroyables, cadeaux d'amis, achats d'occasion qui semblaient neufs. Combien de coïncidences extraordinaires une famille pouvait-elle accumuler? Nous sommes entrés dans la maison et j'ai immédiatement remarqué d'autres détails qui ne correspondaient pas à l'histoire de difficultés financières. Le salon avait été récemment redécoré. Les meubles n'étaient pas ceux dont je me souvenais lors de ma dernière visite. Il y avait un nouveau canapé en cuir qui semblait cher, une table basse en verre impeccable et plusieurs objets décoratifs clairement luxueux. Sur le mur, un grand téléviseur à écran plat, récent, coûtant plusieurs milliers d'euros. Comment une famille en crise financière pouvait-elle expliquer l'achat d'une télévision de luxe? « Papa, regarde qui est venu nous rendre visite », appela Sienna vers l'intérieur de la maison. Léonard apparut, semblant venir de la cuisine, essuyant ses mains avec un torchon. À ma vue, son expression changea légèrement, un éclat dans ses yeux comme s'il avait aperçu quelque chose d'inattendu, mais il retrouva rapidement son sourire habituel. « Adeline, quel plaisir de te voir », dit-il en s'approchant pour me saluer. « Nous espérons que tu as faim. » Sienna a préparé un délicieux repas. C'était le même Léonard que j'avais vu à l'épicerie 1 heure plus tôt. Mais maintenant il agissait comme s'il n'avait pas quitté la maison de la journée. Ses vêtements étaient les mêmes, mais il avait mis un tablier par-dessus sa chemise, comme s'il avait cuisiné. « J'ai apporté un gâteau pour accompagner le repas, » dis-je en lui tendant la boîte. « J'espère que vous l'apprécierez. »« Quel geste charmant !» s'exclama Sienna. « Mais ce n'était pas nécessaire, Adeline. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici sans rien apporter. » En parlant, je pouvais jeter un œil par-dessus son épaule dans la cuisine.
Les plans de travail étaient couverts d'ingrédients et d'ustensiles suggérant une préparation culinaire élaborée. Je pouvais distinguer des morceaux de viande coûteux, des légumes frais et exotiques, et des bouteilles d'assaisonnements importés. La quantité de nourriture préparée pouvait facilement nourrir une famille pendant plusieurs jours, et la qualité des ingrédients était clairement supérieure à ce que je pouvais me permettre. « Vous avez préparé tout ça ?» demandai-je, sincèrement impressionné par l'abondance. « Eh bien, nous voulions faire quelque chose de spécial pour ta visite, répondit Léonard. On n'a pas tous les jours la mère d'Owen chez nous. De plus, on a trouvé certains ingrédients en promotion, alors on en a profité. » Les promotions miraculeuses, encore une fois. Je commençais à me demander si cette famille avait un talent extraordinaire pour trouver des bonnes affaires ou si ces explications étaient simplement un moyen de justifier des dépenses qu'ils ne pouvaient pas expliquer honnêtement. Owen semblait totalement inconscient de mes observations. Il discutait avec enthousiasme avec Sienna de son travail et de ses projets pour la semaine suivante. Son attitude détendue confirmait qu'il croyait vraiment à la version de la réalité qu'il lui avait présentée. Mais je ne pouvais plus ignorer les preuves devant mes yeux. Chaque détail de cette maison, chaque aspect de l'apparence de Sienna et Léonard, chaque explication commode, tout pointait vers la même conclusion troublante. Cette famille ne traversait pas les difficultés financières qu'elle prétendait affronter. Pendant le déjeuner, j'ai essayé de maintenir une conversation normale, tout en observant discrètement chaque détail pouvant confirmer ou infirmer mes soupçons. La table était dressée avec de la vaisselle que je n'avais pas remarquée auparavant. Assiettes et verres de bonne qualité, pas le genre d'ustensile qu'on utilise quand on compte chaque centime. La nourriture servie était abondante et variée. Plusieurs plats principaux, des salades élaborées et des accompagnements nécessitant des ingrédients coûteux. Léonard versait le vin dans des verres en cristal. Un vin dont je connaissais le prix à l'épicerie, plus de 50 € la bouteille. Ce vin est délicieux, commentai-je, essayant d'obtenir des informations. C'est une marque spéciale. Oh, celui-là, répondit Léonard avec un sourire fier. Un ami qui travaille dans l'emport me l'a obtenu à un prix spécial. Normalement, on ne pourrait pas se permettre de tels vins. Mais quand ces occasions se présentent, il faut en profiter. Il y avait toujours une explication parfaite, toujours un ami généreux ou une affaire incroyable pour justifier chaque luxe. Je commençais à me demander combien d'amis généreux une famille pouvait avoir et à quelle fréquence ces affaires extraordinaires pouvaient se produire. Pendant que nous mangions, Sienna évoqua au passage quelques projets pour le mois prochain. Elle parlait d'une fête familiale qu'ils organisaient, un événement qui, selon ses dires, nécessiterait un investissement considérable en décoration, nourriture et divertissement. « Ça doit coûter cher », dis-je sans réfléchir, mes mots échappant à ma vigilance. « Cher ?» Sienna rit. « Eh bien, nous économisons depuis des mois pour ça. Et puis Léonard a trouvé un petit travail supplémentaire qui nous aide à couvrir les dépenses. » Je me suis immédiatement rappelé ce que j'avais vu à l'épicerie quelques heures plus tôt. Léonard dépensant de l'argent comme s'il n'avait aucune inquiétude, achetant des produits de luxe, conduisant une voiture neuve. Quelle est la vérité sur ton travail, Léonard? Quel genre de travail supplémentaire as-tu trouvé? Demandai-je directement. Un instant, une expression d'inconfort traversa son visage, comme si ma question l'avait pris de court, mais il retrouva rapidement son calme. Un peu de consulting le week-end, répondit-il vaguement. Rien de très excitant, mais ça aide à compléter les revenus familiaux. Sa réponse était tellement générale qu'elle pouvait signifier tout ou rien. Un homme réellement occupé à du consulting le week-end en parlerait probablement avec plus de détails, surtout devant la mère du gendre. Pendant la conversation, je remarquai que le téléphone de Sienna vibrait constamment. À chaque regard sur l'écran, elle souriait d'une manière qui me sembla significative. À un moment, pensant que personne ne la regardait, elle répondit à un message, tapant rapidement avec un air de satisfaction sur son visage. « Tout va bien avec le téléphone ?» demandai-je, feignant la curiosité. « Oh, juste des amis qui organisent une petite réunion pour la semaine prochaine », répondit-elle rapidement en rangeant son téléphone. Tu sais comment les femmes aiment toujours planifier quelque chose. Mais son expression ne me convainquait pas. Le sourire qu'elle affichait en lisant les messages suggérait que leur contenu avait plus d'importance que de simples projets sociaux. Après le déjeuner, Léonard proposa de me montrer quelques améliorations apportées à la maison. Nous avons parcouru différentes pièces, et à chaque étape, je remarquais des éléments neufs ou rénovés. Le sol récemment poli, des murs fraîchement repeints, plusieurs meubles remplacés ou réarrangés. Dans la chambre principale,
quelque chose attira particulièrement mon attention. Sur la commode, plusieurs sacs de magasins chers, certains encore fermés. Les étiquettes que j'aperçus affichaient des chiffres exorbitants pour une famille supposée en difficulté financière. Sienna est-elle allée faire du shopping récemment? Demandai-je discrètement en désignant les sacs. Ah, répondit Léonard avec un rire nerveux. Elle a trouvé des soldes incroyables cette semaine. Parfois, il vaut mieux acheter quand c'est en promotion, même si on n'en a pas besoin immédiatement. Cette logique me semblait complètement contradictoire. Une famille réellement en difficulté financière n'aurait pas le luxe d'acheter des choses dont elle n'avait pas besoin immédiatement, peu importe la qualité de l'offre. De retour dans le salon, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. En ouvrant, je découvris qu'il venait du caissier de l'épicerie. Il avait obtenu mon numéro et m'envoyait une photo. Un reçu d'épicerie d'il y a seulement 2 jours. Total, plus de 400 $, avec des produits premium, viandes importées, fruits de mer frais, vin cher, fromage de spécialité et plusieurs articles gourmets. Le nom sur le reçu, Léonard Williams. Avec la photo, un message. Madame Thorne, je suis désolé de vous déranger, mais je pensais que vous devriez voir ceci. Ce reçu date de 2 jours. Votre famille doit connaître la vérité. Mon cœur s'emballa. La preuve était là, noir sur blanc. Un achat de 400 $ en produits de luxe seulement 2 jours avant notre visite, par le même homme supposé peiné à payer les dépenses de base. Je rangeai rapidement mon téléphone avant que quelqu'un ne remarque mon expression de choc, mais mon esprit reliait déjà tous les points observés ces dernières heures. Nous retrouvâmes Owen et Sienna, toujours en pleine conversation animée. Mon fils semblait détendu et heureux, profitant de ce qu'il croyait être un moment agréable avec ses beaux-parents. Il n'avait aucune idée du spectacle théâtral auquel il assistait. « Ça va, maman ?» me demanda Owen, remarquant probablement que mon expression avait changé. « Tu as l'air un peu pâle. »« Juste un peu fatigué, mentis-je. Je ne suis plus habitué à de longues sorties. » Sienna proposa immédiatement de me préparer un thé ou de me chercher quelque chose pour me faire sentir mieux. Sa préoccupation apparente aurait été touchante si je n'avais pas commencé à comprendre la véritable nature de son caractère. Pendant l'heure suivante, je continuais d'observer et d'écouter, collectant mentalement des preuves de chaque incohérence, de chaque luxe inexplicable, de chaque justification commode. La liste ne cessait de s'allonger. Les vêtements neufs de Sienna, la voiture de Léonard, la maison bien entretenue, la nourriture abondante, le vin cher, les sacs de shopping, le reçu que j'avais reçu. Mais ce qui me faisait le plus mal était de réaliser que cette situation durait probablement depuis des mois, peut-être des années. Combien d'argent mon fils avait-il envoyé à cette famille? Combien de sacrifices avait-il fait? Et combien avais-je fait moi-même pour aider des personnes qui n'avaient en réalité pas besoin d'aide? Lorsque nous prîmes enfin congé et quittâmes la maison, mon esprit était décidé. Je ne pouvais pas laisser cette farce continuer. Mon fils méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et j'avais la responsabilité de le protéger de toute manipulation future. Sur le chemin du retour, Owen commenta combien la visite avait été agréable et à quel point la famille de Sienna semblait prospère. Ces mots étaient comme des coups de poignard dans mon cœur, car je savais que je devrais bientôt briser cette image heureuse avec une réalité beaucoup plus sombre et décevante. « Oui, ils ont l'air très bien », répondis-je avec prudence, choisissant mes mots avec soin. Peut-être trop bien pour une famille prétendument en grande difficulté. Le trajet de retour fut l'un des plus difficiles de ma vie. Chaque kilomètre nous éloignait physiquement de la maison où j'avais découvert la vérité, mais m'approchait émotionnellement d'une décision qui changerait tout pour ma famille. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires, de doutes et d'indignation croissante que j'avais du mal à contenir. Owen conduisait calmement, sifflotant parfois un air montrant sa bonne humeur. Pour lui, nous avions passé un après-midi agréable avec ses beaux-parents, partagé un délicieux repas et renforcé les liens familiaux. Il ignorait que sa mère collectait des preuves d'une arnaque élaborée et prolongée. « Maman, dit-il en attendant un feu rouge, je suis si content que tu t'entendes si bien avec la famille de Sienna. Je sais que tu avais des réserves au début de notre mariage, mais je pense que maintenant, tu peux voir à quel point ce sont de bonnes personnes. » Ces mots me brisèrent le cœur. Mon fils, mon unique fils, était manipulé par des gens qui avaient transformé l'exploitation de sa générosité en un article. Comment pouvais-je lui dire que les personnes en qui il avait placé sa confiance et son argent étaient probablement des menteurs professionnels? « Owen, commençai-je prudemment.
As-tu déjà remarqué quelque chose d'incohérent dans les histoires que Sienna te raconte sur leur situation financière? Mon fils me regarda brièvement avant de retourner son regard sur la route. Que veux-tu dire, maman? Incohérent? Comment? Eh bien, continuai-je, choisissant mes mots très attentivement, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de choses neuves dans la maison. La télévision, certains meubles, les vêtements de Sienna. Tout cela coûte une somme considérable. Owen soupira, et je vis que mon commentaire avait touché un point sensible. Maman, j'ai déjà expliqué que Léonard a trouvé des petits boulots supplémentaires. Et puis, Sienna est très douée pour trouver des bonnes affaires. Tout ce qui semble neuf n'est pas forcément cher. Mais tu ne trouves pas étrange qu'une famille qui a besoin d'aide pour les dépenses de base puisse se permettre autant de luxe en même temps? Insistai-je, en essayant de rester neutre et non accusatrice. Ce ne sont pas des luxes, maman, répondit Owen, légèrement sur la défensive. Ce sont des besoins de base qu'ils ont pu satisfaire grâce à beaucoup d'efforts et de sacrifices. La télé est d'occasion. Les meubles étaient une opportunité unique, et les vêtements de Sienna viennent de solde. Chaque justification que mon fils répétait était exactement celle que j'avais entendue de Léonard et Sienna pendant le déjeuner. C'était comme s'ils avaient répété ces explications à la perfection, créant une version cohérente de la réalité capable de satisfaire toute question gênante. J'ai décidé d'adopter une autre approche. Fils, as-tu vu des reçus ou des documents confirmant ces incroyables affaires? Ou l'as-tu accompagné lorsque Sienna trouve ces occasions extraordinaires? La question le rendit clairement mal à l'aise. Je vis ses mains se serrer légèrement sur le volant. Maman, pourquoi toutes ces questions? Sienna est ma femme. Si elle me dit qu'elle a trouvé quelque chose en solde, je la crois. Le mariage repose sur la confiance. Sa réponse confirma ce que j'avais commencé à suspecter. Owen n'avait jamais vu de preuves directes de ses prétendues promotions et petits boulots. Il croyait aveuglément tout ce qu'on lui disait parce qu'il faisait confiance aux personnes qu'il aimait. Bien sûr, mon fils, répondis-je doucement. La confiance est fondamentale dans le mariage, mais il est aussi important de se protéger des personnes qui pourraient profiter de cette confiance. Veux-tu insinuer que Sienna et sa famille me trompent? Demanda Owen, visiblement agacé. Maman, c'est une accusation très sérieuse. Je n'accuse personne, dis-je rapidement, réalisant que j'avais peut-être été trop direct. Je fais juste part de mes inquiétudes en tant que mère qui t'aime et veut te voir heureux et prospère. Le reste du trajet se passa dans un silence tendu. Owen réfléchissait clairement à notre conversation, mais je voyais dans son expression que mes mots avaient suscité plus de résistance que de réflexion. Toute critique envers Sienna et sa famille serait perçue comme une attaque personnelle. À l'arrivée à mon appartement, Owen m'aida à sortir de la voiture, mais son câlin d'adieu fut plus froid que d'habitude. « Maman, dit-il avant de partir, j'espère que tu pourras donner une chance à la famille de Sienna. Ce sont de bonnes personnes qui font de leur mieux dans des circonstances difficiles. »« Je tiendrai compte de cela, mon fils, répondis-je, sachant qu'il interpréterait ma réponse comme une promesse d'être plus compréhensive alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Cette nuit-là, seul dans mon petit appartement, je me suis installé dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et j'ai essayé d'organiser toutes les pensées qui bombardèrent mon esprit ces dernières heures. J'avais des preuves circonstancielles abondantes, des témoignages de voisins, des observations personnelles et même une photo du reçu de 400 $. Mais j'avais aussi un fils totalement convaincu que sa femme et sa famille étaient victimes de difficultés méritant son aide et sa compassion. Toute tentative directe de confronter cette croyance avait provoqué résistance et défensive. Je sortis mon téléphone et regardai à nouveau la photo du reçu envoyé par le caissier. Les chiffres étaient indiscutables, plus de 400 $ en produits de luxe achetés seulement 2 jours avant notre visite. Cette somme représentait plus que ce que je dépensais en nourriture pour un mois entier. En regardant ces preuves, je me souvenais de toutes les fois où Owen était rentré stressé après avoir travaillé des heures supplémentaires pour envoyer de l'argent à la famille de Sienna. Je me rappelais des occasions où j'avais moi-même contribué avec mes quelques économies, compatissant à leur supposée situation désespérée. L'indignation que j'avais retenue toute la journée commença enfin à émerger avec force. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que cela soit important. Il s'agissait de manipulation émotionnelle, de l'exploitation systématique de la bonté de mon fils et de la manière calculée dont ils avaient tissé un réseau de mensonges pour maintenir leur style de vie aux dépens de notre famille. Il me faisait aussi mal de réaliser qu'ils riaient probablement derrière notre dos. Chaque fois que nous envoyions de l'argent,
Chaque fois que nous nous inquiétions pour leur bien-être, chaque sacrifice que nous faisions pour les aider, ils devaient voir cela comme la preuve de notre naïveté et de notre facilité à être manipulés. Mais ce qui me torturait le plus, c'était la question de ce que je devais faire de ces informations. J'avais les preuves, j'avais les observations, j'avais les incohérences documentées. Mais j'avais aussi un fils qui refuserait de croire quoi que ce soit de négatif sur sa femme sans preuve absolument irréfutable. Si j'agissais trop vite ou de manière trop frontale, je risquais d'aliéner Owen et de le pousser encore plus vers Sienna. Mais si je n'agissais pas rapidement, la manipulation continuerait, probablement en s'aggravant, et mon fils continuerait à être exploité financièrement et émotionnellement. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de preuves. Des preuves si claires et indiscutables qu'Owen ne pourrait ni les nier ni les rationaliser. Je ne pouvais pas me fier uniquement à mes observations et à mes soupçons. Il me fallait des preuves concrètes qui révéleraient la véritable nature des personnes ayant trompé ma famille. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je pris une décision qui allait changer le cours des événements à venir. Je n'affronterai pas directement Owen tant que je n'aurai pas de preuves absolument solides. À la place, je commencerai ma propre enquête discrète, collectant des preuves impossibles à nier ou à expliquer par des histoires commodes de promotion miraculeuse et de petits boulots mystérieux. Les jours suivants furent les plus difficiles que j'avais connus depuis des années. Chaque interaction avec Owen devint un exercice de contrôle de soi, essayant de maintenir une apparence normale, tandis que mon esprit travaillait sans cesse à comment gérer la situation que j'avais découverte. Les preuves accumulées pesaient sur ma conscience comme un fardeau que je ne pouvais partager. Au cours de cette semaine, je reçus 3 autres messages du caissier de l'épicerie. Chacun contenait des informations supplémentaires qui confirmaient et renforçaient mes soupçons initiaux. Il m'envoya des photos d'autres reçus d'achats effectués par Léonard et Sienna ces dernières semaines, tous montrant des dépenses excessives pour des produits inutiles et coûteux. L'une des photos montrait un reçu de plus de $600, incluant 2 bouteilles de champagne français à plus de $100 chacune, des fruits de mer importés et plusieurs fromages gastronomiques. La date correspondait exactement au jour où Sienna avait appelé Owen pour demander une aide urgente afin de payer le loyer. Je reçus également des informations d'Hermione, l'une des femmes dont j'avais entendu la conversation à l'épicerie. Elle avait obtenu mon numéro par un ami commun et m'avait contacté, jugeant que je devais connaître plus de détails sur la situation. Hermione me raconta que la famille de Sienna organisait régulièrement des fêtes à leur domicile, avec traiteurs professionnels et décorations coûteuses. Elle décrivit une fête d'anniversaire pour Léonard qui avait, selon les commentaires des invités, coûté plusieurs milliers de dollars en nourriture, boissons et divertissements. Ma fille habite sur le même pâté de maison et me dit que des camions livraison arrivent constamment avec des achats chers, vêtements, appareils électroménagers, meubles, me dit-elle lors d'un appel téléphonique. Ce n'est pas normal pour une famille censée être en crise financière. Chaque nouvelle information rendait le silence plus difficile à maintenir. Mais je savais qu'il me fallait le bon moment et les circonstances idéales pour présenter tout cela à Owen de manière qu'il ne puisse pas facilement rejeter ou rationaliser. Le moment arriva un mercredi soir, lorsqu'Owen vint me rendre visite après le travail. Il semblait particulièrement fatigué et stressé. Quand je lui demandai ce qui n'allait pas, il me raconta que Sienna lui avait demandé de l'argent supplémentaire pour une urgence médicale concernant Léonard. Il doit subir une petite opération, expliqua Owen, se frottant les tempes avec des signes évidents de tension. L'assurance ne couvre pas tout, et ils ont besoin de $200 d'ici vendredi. J'ai fait des doubles journées toute la semaine pour pouvoir rassembler cette somme. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. $200 pour une supposée urgence médicale réclamée par la même famille qui avait dépensé $600 en champagne et fruits de mer quelques jours plus tôt. Je ne pouvais plus laisser mon fils se sacrifier pour ces mensonges élaborés. Owen, dis-je en prenant ses mains dans les miennes, je dois te montrer quelque chose. Mais avant, je veux que tu saches que je fais cela parce que je t'aime et parce que je ne peux pas supporter de te voir souffrir. Je sortis mon téléphone et lui montrai la première photo du reçu de $400. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la date et le total. Mais avant qu'il ne puisse parler, je lui montrai les autres photos que j'avais reçues durant la semaine. « Maman, d'où tiens-tu ça ?» demanda Owen, observant les images avec une expression mêlant confusion et déni. « Et comment sais-tu que ces reçus sont vrais ?» Je lui expliquai ma rencontre avec le caissier de l'épicerie, les conversations que j'avais entendues chez les voisins et toutes mes observations lors de notre visite. Je parlais lentement et avec précaution, présentant chaque élément de preuve de manière logique et chronologique. Il doit bien y avoir une explication,
insista Owen, bien que sa voix ne semblait plus aussi convaincue qu'auparavant. Peut-être que Léonard a eu un bon mois au travail. Ou peut-être qu'ils ont reçu de l'argent d'une autre source. Fils, répondis-je doucement, ces achats de luxe ont été faits les mêmes jours où Sienna t'a appelé pour demander de l'aide pour des dépenses de base. Ça ne te semble pas trop de coïncidence? Je vis la réalisation commencer à faire son chemin dans son esprit. Ses yeux passaient des photos sur mon téléphone à mon visage, cherchant un moyen de concilier ce qu'il voyait avec ce qu'il avait cru si longtemps. De plus, poursuivis-je en lui montrant les informations sur les fêtes coûteuses, les voisins ont vu comment cette famille vit réellement. Ce n'est pas l'histoire de pauvreté désespérée qu'ils t'ont racontée. Owen se leva et commença à arpenter mon petit salon. Je pouvais voir son esprit travailler, rappelant les conversations passées, les promesses non tenues et les petites incohérences qu'il avait probablement ignorées ou rationalisées auparavant. « Mais pourquoi ferait-il ça ?» demanda-t-il enfin, d'une voix complètement abattue. « Pourquoi Sienna me mentirait-elle sur quelque chose d'aussi important ?»« Parce que ça a marché, » répondis-je honnêtement. « Parce que tu leur envoies de l'argent régulièrement sans poser de questions, en faisant confiance à leurs paroles. Pour eux, tu es une source fiable de revenus supplémentaires qu'ils peuvent utiliser pour maintenir un style de vie qu'ils ne pourraient autrement pas se permettre. » Des larmes commencèrent à couler dans les yeux de mon fils. Voir sa douleur me brisa le cœur, mais je savais que c'était nécessaire pour le libérer de cette manipulation destructrice. « Combien d'argent leur ai-je donné au total ?» demanda-t-il, bien qu'il semble avoir peur de la réponse. « D'après ce que tu m'as dit ces derniers mois, probablement plus de 5 000 $. Et ce n'est pas compter l'aide que je leur ai donnée moi-même. » Le chiffre le frappa comme un coup physique. 5 000 $ représentaient des mois de travail supplémentaires, des sacrifices personnels et des occasions perdues pour son propre avenir. Tout donné à des personnes qu'il avait systématiquement trompées. « Je dois parler à Sienna, » dit-il enfin avec une détermination que je n'avais pas entendue depuis des mois. « Je dois la confronter avec ces informations et entendre son explication. »« Es-tu sûr d'être prêt pour cette conversation ?» lui demandai-je. « Une fois que tu mets ces informations sur la table, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre relation changera pour toujours, peu importe sa réponse. » Owen resta silencieux plusieurs minutes, regardant les photos sur mon téléphone encore et encore. Je pouvais voir qu'il analysait non seulement les preuves financières, mais aussi les implications émotionnelles d'avoir été trompé par la personne qu'il aimait. « Maman, dit-il enfin, merci de me montrer ça. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de décider si tu devais me le dire ou non, mais tu avais raison. J'avais besoin de connaître la vérité. » Je le serrai fort dans mes bras, ressentant à la fois soulagement et inquiétude pour ce qui allait suivre. La vérité avait enfin été révélée. Mais venait maintenant la partie la plus difficile, affronter les conséquences de plusieurs années de mensonges et de manipulation. Elle m'a crié que je n'avais pas le droit de fouiller dans ses affaires, que ma famille ne l'avait jamais vraiment accepté, et que tout était de ma faute pour avoir mis des idées dans la tête de mon fils. Elle a dit, « Tu as toujours été une belle-mère intrusive qui voulait détruire notre mariage. » Ces accusations faisaient mal, mais elles ne me surprenaient pas. C'était typique des manipulateurs professionnels de retourner la situation et de se faire passer pour les victimes lorsqu'on les confronte à la preuve de leurs mensonges. Mais ce qui m'a le plus marqué, poursuivit Owen, c'est quand elle a finalement avoué la vérité. Elle m'a dit que sa famille n'avait jamais été en crise financière, que Léonard avait un emploi stable et bien rémunéré, et que tout cela avait été une stratégie pour profiter de ma générosité. Elle a utilisé ce mot précisément, profiter. Exactement ce mot, maman. Elle a dit que j'étais facile à convaincre et que ma famille avait de l'argent que nous pouvions partager, comme si nous étions responsables de maintenir leur style de vie luxueux. La conversation a duré plus d'1 heure. Owen m'a raconté chaque détail de la confrontation, chaque mensonge révélé, chaque manipulation enfin exposée. Le tableau qui en ressortait était celui d'une famille qui avait fait de la tromperie un mode de vie. J'ai aussi appelé Léonard pendant la dispute. Owen m'a dit que je voulais entendre sa version des faits. Au début, il a essayé de s'en tenir à l'histoire originale, mais quand je lui ai dit que je connaissais déjà la vérité, il a tout avoué également. « Et qu'a dit Léonard ?» demandai-je. Il a dit qu'ils avaient décidé dès le début que j'étais un bon parti pour Sienna parce que j'avais un emploi stable et une famille qui pouvait les aider financièrement. Il a dit que ce n'était jamais personnel, que c'était juste des affaires, comme si cela rendait tout acceptable. La froideur de cette admission m'a laissé sans voix. Non seulement ils avaient trompé mon fils, mais ils l'avaient vu depuis le début comme une source de revenus.
pas comme un être humain avec ses propres sentiments et besoins. Et que dit Sienna quand son père avoue tout? Demandai-je. C'était la partie la plus révélatrice de toute la nuit. Owen répondit avec un rire amer. Elle s'est mise en colère contre lui pour avoir ruiné le plan. Elle n'était pas en colère parce que les mensonges avaient blessé notre mariage, mais parce que son père avait confessé et ruiné sa capacité à continuer de me tromper. Pendant l'heure suivante, Owen m'a raconté comment il avait découvert d'autres détails sur l'ampleur des mensonges. Les supposées urgences médicales n'avaient jamais existé. Les problèmes professionnels de Léonard étaient totalement inventés. Même les soi-disant incroyables affaires qui expliquaient tout leur luxe avaient une explication plus simple. Ils achetaient simplement ce qu'ils voulaient avec l'argent que mon fils leur envoyait régulièrement. Ce qui me fait le plus mal, maman, m'a-t-il dit vers la fin de notre conversation, ce n'est pas seulement l'argent que j'ai perdu. C'est de réaliser que pendant 2 ans de mariage, je n'ai jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Tout était un acte destiné à me faire continuer à leur donner de l'argent. Et maintenant, qu'allez-vous faire, mon fils? Lui demandai-je. Bien que de son ton, je soupçonnais déjà sa réponse. Je l'ai déjà dit à Sienna, notre mariage est terminé ce soir. Il n'y a aucun moyen de reconstruire la confiance après une trahison aussi systématique et calculée. Demain, je commencerai la procédure de divorce. Bien que je sache que c'était la bonne décision, mon cœur saignait pour mon fils. Personne ne mérite de découvrir que la personne qu'il aime l'a trompé de façon si élaborée pendant si longtemps. Et je leur ai aussi clairement dit qu'ils ne recevraient plus jamais le moindre sou de notre famille, continua Owen. Et je lui ai dit que si jamais ils essayaient de te contacter pour demander de l'aide, tu leur dirais exactement ce que je pense de leur méthode. Bien sûr, mon fils, lui assurai-je. Cette famille ne recevra plus jamais d'aide de notre part. Maman, dit Owen avant de raccrocher, merci d'avoir eu le courage de me montrer la vérité. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de décider d'intervenir ou non. Surtout en sachant que cela allait probablement détruire mon mariage, mais tu m'as sauvé de plusieurs années supplémentaires à être utilisées et manipulées. Après avoir raccroché, je restais dans l'obscurité de mon appartement, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. La vérité avait enfin éclaté, mais à un coût très élevé pour mon fils. Son mariage était terminé, sa confiance trahie, et il devrait reconstruire sa vie depuis zéro. Mais je savais aussi qu'à long terme, la vérité le libérerait d'une situation qui n'aurait fait qu'empirer avec le temps. Sienna et sa famille n'auraient jamais cessé de demander de l'argent. Elles n'auraient jamais avoué volontairement leurs mensonges et auraient probablement intensifié leurs manipulations jusqu'à épuiser complètement les ressources de mon fils. Les mois qui suivirent cette nuit révélatrice furent un processus de guérison et de reconstruction pour toute notre famille. Owen emménagea temporairement dans un petit appartement près de son travail pendant qu'il traitait le divorce et réorganisait sa vie. Je l'accompagnais à chaque étape, lui offrant le soutien émotionnel nécessaire pour surmonter la trahison qu'il avait vécue. Le processus de divorce révéla encore plus de détails sur l'ampleur de la tromperie. Les avocats d'Owen découvrirent que Sienna avait caché des actifs significatifs pendant leur mariage. Elle avait un compte bancaire secret où elle déposait une partie de l'argent reçu de mon fils et achetait des objets de valeur qu'elle cachait ensuite pour maintenir l'apparence d'un besoin financier. Maman, me dit Owen lors d'un de nos repas hebdomadaires, l'avocat a calculé que pendant nos 2 ans de mariage, je leur ai envoyé plus de 15 000 $. 15 000 $ que j'aurais pu utiliser pour acheter une maison, investir dans mon avenir ou t'aider quand tu en avais besoin. Le chiffre me bouleversa profondément. Il représentait des années de travail honnête de mon fils, sacrifié pour des personnes qui ne l'avaient vu que comme une source facile de revenus. Mais ce dont j'étais le plus fier, c'était de voir comment Owen avait mûri à travers cette expérience douloureuse. Pendant la procédure légale, Sienna et sa famille tentèrent à plusieurs reprises de me contacter. Léonard m'appela, essayant de me convaincre d'intercéder auprès d'Owen, promettant qu'il rendrait tout l'argent et ne demanderait plus jamais d'aide. Son ton semblait désespéré, mais j'avais déjà appris à reconnaître leur manipulation. Léonard, lui dis-je lors du dernier appel, tu as eu 2 ans pour être honnête avec mon fils. Tu as choisi les mensonges, la manipulation et la tromperie. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces décisions. Sienna fit également une dernière tentative de manipulation en se présentant un après-midi à mon appartement à l'improviste. Elle était vêtue de façon simple et sans maquillage, essayant de projeter une image de vulnérabilité et de repentir. Mais je connaissais déjà trop bien ces techniques. « Adeline, dit-elle, les larmes semblant répéter, je sais que nous avons fait des erreurs,
mais j'aimais vraiment Owen. Tout a échappé à notre contrôle, mais nous n'avons jamais voulu lui faire de mal. Sienna, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même, le véritable amour n'inclut pas de mensonges systématiques et de manipulations calculées. Ce que tu as fait n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation déguisée en amour. Elle continua à essayer diverses approches, la victime repentante, la femme désespérée, puis la belle-fille voulant simplement rétablir les relations familiales. Mais chaque stratégie confirma seulement ce que je savais déjà de sa véritable nature. L'argent que tu as pris à mon fils n'est pas seulement de l'argent, lui expliquai-je. Il représente sa confiance, son avenir et sa capacité à croire en les personnes qu'il aime. Cela ne peut pas être rendu avec des excuses ou des promesses. Enfin, après plus d'une heure d'échec dans ces tentatives de manipulation, Sienna révéla son vrai visage. Son expression changea complètement et elle me dit froidement: « J'ai toujours su que tu étais le problème dans ce mariage. Owen aurait été heureux si tu n'étais pas intervenu. » Peut-être, répondis-je calmement, mais il aurait été heureux tout en étant trompé et exploité. Je préfère qu'il soit temporairement malheureux mais libre, plutôt que heureux mais utilisé. Après cette confrontation, je n'entendis plus jamais parler de Sienna ni de sa famille. Selon Hermione, ils quittèrent le quartier quelques semaines plus tard, probablement pour éviter la honte que tout le monde découvre leur méthode. Le processus de rétablissement d'Owen fut graduel mais constant. Au début, il était en colère contre lui-même pour avoir été si confiant. Mais avec le temps et la perspective, il comprit que sa générosité et sa confiance n'étaient pas des faiblesses, mais des qualités précieuses exploitées par des personnes sans scrupules. « Maman, me dit-il lors d'une promenade dominicale au parc, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et je réalise que j'ai appris quelque chose d'important. La générosité doit être accompagnée de sagesse et la confiance doit être méritée et entretenue, pas donnée aveuglément. » Avec l'argent qu'il n'avait plus à envoyer à la famille de Sienna, Owen put commencer à reconstruire ses finances. Il ouvrit un compte d'épargne, commença à investir dans son avenir professionnel. Pour la première fois depuis des années, put profiter de petits plaisirs sans culpabilité. Il m'aida aussi à améliorer ma propre situation, m'offrant de l'argent pour acheter de nouveaux appareils et venant plus souvent me rendre visite, apportant de la nourriture de qualité que nous pouvions partager sans nous soucier du coût. C'est ironique, réfléchit-il un jour pendant un repas qu'il avait acheté. Pendant tout ce temps, je m'inquiétais d'aider une famille qui n'avait pas besoin d'aide, alors que toi, qui aurais réellement pu utiliser plus de soutien, tu n'as jamais rien demandé. Cette observation me toucha profondément. Pendant les années de manipulation de Sienna, j'avais regardé mon fils s'épuiser à répondre aux demandes constantes d'argent, tout en restant silencieuse sur mes propres besoins pour ne pas ajouter plus de pression à sa vie. Le caissier de l'épicerie, un homme nommé Ellie, est également devenu une présence inattendue mais bienvenue dans nos vies. Un jour, il est venu me rendre visite pour savoir comment les choses s'étaient déroulées, et nous avons fini par parler pendant des heures de l'importance de parler lorsqu'on est témoin d'injustice, même si cela est inconfortable. Vous savez, Madame Thorne, m'a dit Ellie avant de partir, ma mère a vécu une situation similaire il y a des années, et personne n'a eu le courage de lui dire la vérité. Quand tout a enfin été découvert, elle avait déjà perdu toutes ses économies. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler. Certaines vérités font mal, mais le silence fait encore plus mal. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je ressens un mélange de douleur pour ce que mon fils a dû subir, mais aussi une profonde fierté pour la force dont il a fait preuve en affrontant la vérité et en prenant les bonnes décisions. J'ai appris que le véritable amour familial exige parfois le courage de dire des vérités difficiles, d'affronter des situations inconfortables et de protéger ceux que nous aimons, même si cela implique de détruire les illusions qu'ils préfèrent garder. Ce jour-là, lorsque j'ai entendu ces mots étranges à l'épicerie et décidé d'observer plutôt que d'ignorer, j'ai changé le cours de nos vies à jamais. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais aussi l'une des plus justes. Aujourd'hui, Owen est un homme plus sage et plus fort, conscient de sa propre valeur. Il n'est plus la victime de manipulateurs professionnels, mais quelqu'un qui a appris à poser des limites saines et à valoriser sa générosité sans se laisser exploiter. Et moi, Adeline Thorne, à 69 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être courageux, défendre ce qui est juste et protéger ceux que nous aimons. Car, au final, la justice la plus puissante n'est pas celle qui crie, mais celle qui agit avec sagesse et protège ceux que nous aimons le plus. 2 ans se sont écoulés depuis cet après-midi à l'épicerie qui a changé nos vies à jamais. Alors que j'écris ces lignes,
Assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé déjà refroidie, je ne peux m'empêcher de réfléchir à tout le chemin parcouru depuis. Owen s'est remarié il y a 6 mois. Sa nouvelle épouse, Regina, est une femme travailleuse et honnête qu'il a rencontrée à son bureau. Ce que j'apprécie le plus chez elle, ce n'est pas seulement sa transparence, mais la manière dont elle respecte la relation que j'ai avec mon fils. Elle n'a jamais tenté de s'interposer entre nous ni montrer le moindre intérêt pour nos finances familiales. La première fois que Regina est venue dîner chez moi, elle a apporté les ingrédients pour que nous cuisinions ensemble. Adeline, m'a-t-elle dit en préparant les légumes, je veux que vous sachiez que je ne demanderai jamais d'argent ni à vous ni à Owen. Je crois en le travail pour ce dont j'ai besoin et en l'honnêteté sur ce que je peux me permettre. Ces paroles m'ont ému aux larmes, non seulement pour son honnêteté, mais parce que j'ai réalisé combien j'avais été traumatisée par l'expérience avec Sienna. Pendant des mois après le divorce, chaque nouvelle rencontre me faisait analyser les motivations des autres et chercher des signes de manipulation. Le processus de guérison n'a pas été facile pour nous deux. Owen a traversé des périodes de dépression où il remettait en question son jugement dans les relations. Il y avait des nuits où il m'appelait pour demander s'il pourrait un jour faire entièrement confiance à quelqu'un. « Maman, me disait-il lors de ces appels tardifs, comment puis-je être sûr de ne pas être trompé à nouveau? Comment distinguer quelqu'un qui m'aime vraiment de quelqu'un qui voit seulement une opportunité ?» Ces conversations me brisaient le cœur, car je voyais comment la trahison de Sienna avait endommagé non seulement ses finances, mais aussi sa capacité fondamentale à faire confiance. Mais j'étais aussi fière de voir comment il reconstruisait lentement sa confiance de manière plus mature et plus sage. Durant la première année après le divorce, Owen a développé ce qu'il appelle son système de vérification. Avant d'aider quelqu'un financièrement, il demandait des documents, parlait à plusieurs sources et prenait le temps d'évaluer la cohérence des histoires qu'on lui racontait. Au début, je pensais qu'il était devenu trop méfiant. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il avait simplement appris à équilibrer sa nature généreuse avec une sagesse pratique qu'il n'avait pas auparavant. Il ne donnait plus d'argent sur un coup de cœur, mais après une évaluation attentive et rationnelle. Cette nouvelle approche lui a été utile lorsqu'un collègue lui a demandé de l'aide pour une soi-disant urgence familiale. Au lieu d'envoyer de l'argent immédiatement, Owen a demandé à voir les documents médicaux et à parler directement à l'hôpital mentionné. Il s'avéra que l'histoire était fausse et que son collègue essayait de se procurer de l'argent pour le jeu. « Maman, m'a-t-il dit après avoir découvert ce mensonge, il y a 2 ans, j'aurais envoyé l'argent sans poser la moindre question. Maintenant, je comprends que vérifier ne signifie pas se méfier. C'est se protéger des personnes qui cherchent à profiter de la bonté des autres. Pour ma part, j'ai aussi dû traiter mes propres sentiments à propos de ce qui s'était passé. Pendant des mois, je me suis senti coupable d'avoir attendu si longtemps pour parler, me demandant combien nous aurions pu économiser si j'avais agi plus tôt. Mais avec le temps et la perspective, j'ai compris que j'avais agi au bon moment, lorsque j'avais suffisamment de preuves pour convaincre. Le caissier de l'épicerie qui m'avait alerté au départ est devenu un ami cher de notre famille. Lui et sa femme Marlène nous rendent visite régulièrement, et nous avons développé une amitié fondée sur des valeurs partagées d'honnêteté et de soutien mutuel. Adeline, m'a dit Ellie lors d'une de ses visites, ce que j'admire le plus dans toute cette situation, c'est la manière dont vous avez géré la vérité. Beaucoup auraient fait une scène, crié ou cherché vengeance, mais vous avez simplement présenté les faits et laissé la vérité agir. Ces paroles m'ont fait réfléchir à une leçon importante. La dignité silencieuse est plus puissante que la vengeance bruyante. Je n'ai jamais cherché à nuire à Sienna ou à sa famille. J'ai simplement cessé de les laisser nous faire du mal. Hermione, la voisine qui m'avait donné des informations supplémentaires sur la famille de Sienna, est également devenue une amie proche. Elle m'a aidé à comprendre que ce que nous avions vécu n'était pas rare et que beaucoup de familles subissent ce type de manipulation, surtout lorsque les enfants sont généreux et confiants. L'impact financier de la tromperie a été significatif mais gérable. Owen calcula que nous avions perdu au total environ 15 000 $, en incluant ma contribution et certains prêts qu'il avait accordés et qui n'ont jamais été remboursés. Cependant, une fois que le flux d'argent vers cette famille a cessé, notre situation financière s'est nettement améliorée. Avec l'argent qu'il n'avait plus à envoyer chaque mois, Owen a pu économiser pour un acompte sur une petite maison. Il m'a proposé de vivre avec lui et Regina, mais je préfère conserver mon indépendance dans mon propre appartement, désormais équipé de meilleurs meubles et appareils que lui a insisté pour m'offrir. « Maman, m'a-t-il dit en apportant le nouveau réfrigérateur,
Pendant des années, je t'ai vu compter des pièces tandis que j'envoyais des centaines de dollars à des gens qui n'en avaient pas besoin. Maintenant, c'est ton tour d'avoir ce que tu mérites. Regina s'est révélée non seulement être une bonne épouse pour Owen, mais aussi une belle fille attentionnée pour moi. Elle ne cherche jamais à concurrencer ma place dans la vie de mon fils et m'inclut toujours dans ses plans et décisions familiales. La différence avec l'attitude de Sienna est si marquée que parfois, j'ai du mal à croire que les deux femmes existent dans le même monde. Le mois dernier, Regina a murmuré des mots qui ont ressuscité mon âme morte. Nous attendons notre premier enfant. Ces paroles ont traversé mon cœur comme une lumière dorée perçant les ténèbres d'un cauchemar qui avait duré trop longtemps. Pour la première fois depuis des années, une joie pure et brûlante s'est répandue dans mes veines. Cet enfant, cet innocent petit être grandira dans un sanctuaire d'honnêteté, loin du marécage toxique de mensonges qui aurait été son héritage si Owen était resté prisonnier des griffes de Sienna. Regina a pris ma main avec une tendresse que je n'avais plus connue depuis une éternité. Je veux que notre enfant vous connaisse comme la grand-mère qui a eu le courage de briser les chaînes de notre famille, m'a-t-elle dit. Owen lui avait raconté toute cette histoire sombre, et dans ses yeux, je voyais une admiration qui effaçait des années de doute sur moi-même. Parfois, sauver ce qu'on aime nous sauve nous-mêmes. Dans le silence de mes nuits blanches, je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais jamais eu le courage de me cacher derrière ces conteneurs maudits. Combien de temps cette mascarade diabolique aurait-elle duré? Owen aurait-il fini par ouvrir les yeux, ou serait-il resté éternellement l'agneau sacrificiel de ces prédateurs en costume de famille aimante? Ces réponses resteront enfouies dans les limbes du récit. Mais ce que je sais avec la certitude d'une survivante, c'est que le courage d'affronter les vérités qui brûlent est le plus sacré des devoirs envers ceux qu'on aime. Durant ces 2 années de reconstruction, j'ai disséqué chaque souvenir comme un médecin légiste examine les preuves d'un crime. Tous ces signes que j'avais enterrés sous mes espoirs naïfs, les détails qui ne collaient jamais, les explications trop parfaites, la façon dont Sienna avait toujours une histoire sur mesure pour chaque situation. Mon instinct maternel hurlait la vérité depuis des mois, mais j'avais choisi le silence pour préserver une paix illusoire. Combien de fois sacrifions-nous la vérité sur l'autel de la tranquillité? J'ai appris que maintenir l'harmonie familiale ne doit jamais se faire au prix de notre dignité. Parfois, l'acte d'amour le plus pur consiste à déclencher la tempête nécessaire pour arracher nos proches aux griffes de ceux qui les exploitent. Aujourd'hui, à 69 ans, je me dresse plus forte et plus sage que je ne l'ai été depuis des décennies. Non seulement parce que j'ai arraché mon fils aux tentacules d'une relation toxique, mais parce que j'ai prouvé une vérité universelle. Il n'est jamais trop tard pour être le héros de sa propre histoire, pour défendre la justice et protéger ce qui donne un sens à notre existence. Cette épreuve m'a révélé que la véritable puissance ne réside pas dans la fuite devant l'adversité, mais dans l'art de l'affronter avec une dignité inébranlable. Les décisions les plus déchirantes sont souvent les plus justes, même si leur valeur ne se révèle qu'avec le passage impitoyable du temps. Alors que ces pensées traversent mon esprit comme une confession libératrice, j'entends Owen et Regina rire dans la cuisine, préparant notre dîner dominical. Ce rire, ce son cristallin d'une famille authentique bâtie sur les fondations sacrées de l'honnêteté et du respect mutuel. Ce son vaut plus que tous les euros perdus dans les années d'obscurité. Car en fin de compte, notre véritable trésor n'est pas l'argent que nous pouvons donner, mais les liens authentiques que nous forgeons et protégeons contre vent et marée. Et cela, personne ne pourra jamais nous l'arracher. Dans l'ombre de cette victoire, je souris. Car parfois, pour sauver ce qu'on aime, il faut d'abord avoir le courage de détruire les illusions qui nous enchaînent tous.